Dans cette vidéo, je te propose de découvrir un des rares laboratoires argentiques français qui développe encore les pellicules couleur de ses clients avec une machine de transfert. Si tu ne vois pas du tout ce que j'appelle par machine de transfert, pas de panique, c'est justement l'objet de cette vidéo. Et si tu connais déjà le principe, tu pourras en voir une réelle tournée dans cette vidéo, mais je te dis... Ah non, mon chat, oui, t'es mignon, oui. Au mois de juin 2022, j'ai pu rencontrer Côme, un des membres de ce laboratoire professionnel alsacien, qui m'a présenté Labomil et sa spécificité de développement avec la machine de transfert. Plutôt que de t'expliquer moi-même ce qu'est Labomil et quelles sont leurs activités, je laisse Côme te faire un petit topo. Labomil, c'est un laboratoire qui a été fondé en 1985 dans ces locaux-là. Ça a été fondé par Jean-Jacques Strauss, qui est toujours en activité. Jean-Jacques aimerait bien partir en retraite, malgré tout, et moi je suis le repreneur de Jean-Jacques. C'est la jeune génération qui prend la relève de la vieille génération. De la génération d'avant. Donc on est tous les deux très contents d'avoir pu faire cette idée de transmission. Aussi bien de transmission technique que de transmission générationnelle. Qu'est-ce qui différencie Labomil d'un mini-lab de quartier? C'est déjà son placement haut de gamme. Quand on parlait de développement professionnel, on pense forcément au développement en machine de transfert. Il faut savoir qu'en France, on est moins de 10 à être capable encore de développer en machine de transfert. C'est un labo qui, historiquement, toujours été spécialisé dans le développement diapo, donc positif sur film, positif couleur, diapo E6, et tirage cibachrome, donc toujours tirage positif depuis diapositive. Tirage cibachrome, qui est un papier qui n'existe plus, qui a dû disparaître en 2012-2014, et qui était un papier extrêmement haut de gamme et d'une qualité folle. On a la particularité, c'est encore une particularité des Labo Pro, de pouvoir tout développer. Alors bon, Kodachrome mis à part, parce que la Kodachrome c'est quelque chose que de toute façon on n'a jamais fait. Mais tout développer, que ce soit en termes de procédés, c'est-à-dire négatif couleur, négatif noir et blanc, positif noir et blanc. On a la possibilité de tout développer, mais quand je dis tout, je pense aussi au format. C'est-à-dire qu'on développe du Minox. Minox, c'est vraiment un tout petit format de rien du tout qui est plus petit qu'un ongle, au 20-25, donc le plan film de cette taille-là, d'une grosse chambre grand format, d'un truc hyper pro que tout le monde ne fait pas. Et ça, c'est les avantages de la machine de transfert, c'est qu'en fait, à partir du moment où on peut tendre sur une tringle un film, on peut passer n'importe quel format. Et on n'a pas de limite. Alors si c'est trop petit, qu'on peut même pas le pincer, ça sert à rien, mais en même temps, il n'y aurait même pas d'image si c'est trop petit. Mais oui, on peut passer, si on veut, on peut passer un plan film, une Ekta 30-40 tendu sur la tringle. Les développements couleurs sont faits en machine de transfert, que ce soit le négatif couleur ou le positif couleur. En revanche, les films noir et blanc sont développés à la main. Ils sont développés soit en cuve Patterson, soit en panier Kodak avec cuve de 12 litres. Voilà. Et que ce soit en positif ou en négatif. Les gens viennent ici, pas tant, je dirais, pour une qualité de développement, même si c'est vrai qu'on a une bonne partie des clients qui viennent ici, malgré la différence de prix avec un mini-lab de quartier, qui viennent ici parce qu'en fait ils ont été déçus par le développement fait par des confrères et qui viennent ici en étant contents d'avoir un développement qui est différent. Mais il n'y a pas tant ça que le fait qu'on prenne aussi beaucoup le temps de discuter avec les gens. On prend beaucoup le temps de leur montrer comment marche leur boîtier, de leur expliquer qu'on pose pour les ombres, de leur expliquer comment qu'on pose pour les ombres pour un négatif, comment est-ce qu'on va regarder. Parfois, on fait même un peu de photos en leur expliquant la règle des tiers, ce genre de choses. Mais c'est vraiment ce côté, on en discute et on discute de leur film aussi. Voilà, donc on discute, on fait de la pédagogie, on leur parle, on leur montre. Je fais une petite aparté sur le fait qu'on fasse pas que du développement, il faut aussi du tirage, mais c'est ce que je disais par rapport à une relation de couple photographe-tireur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu sais, les photographes ils te font confiance, ils savent comment tu tires, ils savent comment tu développes, et ils savent comment tu tires, ils te disent bah voilà, je te confie mon négatif, t'en fais ce que t'en veux, fais ta vision à toi, je te fais confiance. Tu auras compris que les activités de Labomil sont nombreuses et reposent sur plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le domaine de la photographie argentique. Bien sûr, ils ne font pas que du développement, ils font aussi du tirage, ils font aussi plein d'accompagnements de leurs clients. Mais un des points qui fait encore leur force aujourd'hui, c'est notamment cette fameuse machine de transfert dont je te parlais au début de la vidéo. Voyons donc maintenant son principe de fonctionnement ainsi que les avantages, mais également les inconvénients qui en découlent. Une machine de transfert, en fait, sur le principe, c'est assez simple. C'est un développement en cuve profonde de 30 litres. Le principe, c'est qu'on va tendre le film sur une tringle, et la tringle est emmenée avec un bras magnétique d'une cuve à l'autre. On appelle transfert, en fait, parce que elle vient chercher la tringle, elle la sort d'un coup de la cuve, et elle change de cuve, et elle la rentre d'un coup. Il n'y a pas comme en mini-lab où on parle de roll transfert, de transfert à rouleau, ou d'avance à rouleau. Un mini-lab, en fait, c'est le film est emmené avec des rouleaux et va toucher une piste. Le principe de la machine de transfert, c'est qu'en fait, le film ne touche que la chimie. Par conception, le film ne touche que la chimie. Donc encore une fois,
par conception, on a un développement qui théoriquement est stable sur la totalité du film, en fait qui est constant, parce que comme le film rentre d'une traite, il est développé pareil au début à la fin. Ensuite, il est que dans une chimie, puis que dans une autre chimie, contrairement à un Minilab où en fait il y a une partie qui va être dans le blanchiment pendant que le cul entre guillemets du film est encore dans le révélateur. Donc on a un développement qui est constant. On a une cuve de 30 litres, donc on a un développement qui est extrêmement stable. En fait, on a une chimie qui est extrêmement stable. On n'a pas de rayures, déjà parce qu'on décapsule. On repasse pas, contrairement à un Minilab, on sort pas l'amorce et qu'on refait passer par les feutrines. En fait, on décapsule, on sort le film, donc on n'a pas de risque de rayure par les feutrines. Comme le film est tendu sur une tringle et ne touche que la chimie, en fait, on n'a pas de risque d'abrasion. Encore une fois, contrairement aux différentes pistes d'un Minilab. Un Minilab, s'il a passé plus de 120 ou plus de 135, l'intérieur de la piste est plus usé que l'extérieur, on va avoir une différence et peut-être même de développement, mais aussi de rayures. Une autre particularité, c'est que un développement en machine de transfert, c'est un bon fixage et surtout un bon lavage. Un Minilab, on est 15 minutes sec à sec. On rentre sec, on est sec développé de l'autre côté, 15 minutes plus tard. En machine de transfert, on a déjà plus d'une demi-heure de liquide. Et ce qui change, c'est pas tant le temps chimique qu'en fait le temps de lavage. On a un long lavage, ce qui permet en fait une très très bonne conservation du film. Parce que si on est mal lavé, l'action notamment du fixateur va continuer. Il va continuer de réduire des grains d'argent et en fait petit à petit le négatif va devenir laiteux. L'intérêt de la machine de transfert, c'est de dire que voilà, il y a un négatif ou un positif qui est extrêmement stable. Ensuite, on passe dans la sécheuse et on a une heure de sécheuse tranquille, pas trop chaud, pas trop fort, voilà, on brusque pas le film. C'est vraiment l'intérêt de la machine de transfert, c'est de ne pas brusquer le film. En tant que labo pro, on fait un suivi sensitométrique de toutes nos chimies, c'est-à-dire qu'en fait on va passer une bande test, une bande sensito, qui est pré-exposée, en l'occurrence on achète des bandes Fuji, qui est pré-exposée par Fuji avec un facteur qui nous donne, une référence pardon, qui nous donne, et nous on va lire avec un densitomètre, on va lire ces bandes et on va tracer des courbes et on va comparer ces courbes par rapport aux valeurs de référence que nous a donné Fuji. Suivant comment se bouge la chimie, parce qu'en fait la chimie c'est quelque chose qui est vivant, il ne va pas toujours faire la même température dehors, elle ne va pas avoir développé le même genre de choses, enfin bref ça bouge, la chimie c'est vivant, ça bouge, et on va constamment adapter notre taux de régénération, ceci, cela, enfin on a la main sur énormément de paramètres qui vont nous permettre d'avoir un développement qui est vraiment nickel, toujours contrôlé. Un autre intérêt de la machine de transfert et du suivi sensitométrique, c'est de dire que le développement du labo devient un point zéro, c'est-à-dire un point de référence sur lequel la pratique du photographe va se caler. Forcément, le photographe, il a un boîtier, il est plus ou moins juste, il est plus ou moins ceci, et il va adapter sa pratique photographique par rapport à comment développe le labo. Sauf que le labo n'a pas le droit de se balader à droite à gauche, un peu plus dense, un peu moins dense, un peu plus rouge, un peu moins rouge. Il faut que le labo soit toujours le plus stable possible, et le photographe, par rapport à cette stabilité, va adapter sa pratique par rapport au rendu qu'il veut. Sur l'intérêt de la conservation et du développement propre, j'ai envie de dire, pour moi, c'est con, mais il vaut mieux un film pas cher, bien développé, qu'un film cher, mal développé pour un même budget. C'est un petit peu onéreux. Ça nous prend une salle au noir, les deux machines à L2 nous prennent 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, il y a besoin d'un sas au noir complet. Ça consomme de l'eau, ça consomme de l'électricité, ça consomme de la chimie. Mais tout dépend de la valeur que le photographe accorde à ces images. Si c'est des photos faites au jetable, qui n'ont aucune valeur, du chat, du machin, on s'en fout. On fait développer par n'importe qui, on se fiche des résultats. Ouais. Si par contre, c'est des photos de valeur, c'est des photos d'artistes, c'est quelque chose qui a besoin de traverser le temps, de façon stable, alors à ce moment-là, il ne faut pas négliger sur le développement. Et donc, les machines de transfert à Labo 1000, c'est uniquement pour le C41, c'est-à-dire le négatif couleur, et le 6, c'est-à-dire la diapositive. Un développement couleur C41 ou E6 doit être le plus propre possible. D'où le Quality Lab historiquement. Le Quality Lab, c'était un label qualité de Kodak, qu'il a mis en place dans les années 90. On parlait de la chimie qui se balade. Une chimie, c'est vivant, ça a tendance à... Voilà. L'intérêt du Quality Lab, c'était de réduire la marge de tolérance à quelque chose d'extrêmement fin. Et l'intérêt, c'était de dire, voilà, n'importe quel labo Quality Lab développe comme n'importe quel labo Quality Lab. Et c'était en fait un système, pareil, de suivi sensitométrique, en double aveugle, où tu as des valeurs, tu vas adapter ta chimie, ton taux de ceci, de cela, de sous, etc., suivant tes résultats, de façon à ce que tu sois toujours exactement dans les clous qui sont vraiment extrêmement fins. C'était vraiment l'idée de réduire la taille des clous, réduire la tolérance, et voilà, c'est-à-dire que tu vas dans un laboratoire Quality Lab à Sydney, tu as exactement les mêmes résultats sur une hectare que dans un laboratoire Labo 1000 à Strasbourg.
Donc le Quality Lab, on l'a plus. Je sais même pas si Kodak le fait encore. Ce serait bien de se renseigner, mais en tout cas, de toute façon, on a changé de chimie. Maintenant, on est passé sur de la chimie Fuji qui est encore plus stable que la chimie de chez Kodak, qui est bien meilleure. À notre goût, qui est bien meilleur à notre goût. Mais par contre, on a gardé la méthodologie qu'on utilise en interne. Bien entendu, la Baumil ne fait pas que du développement couleur, et on va parler juste après du développement noir et blanc. Mais avant, je voulais vous glisser quelques mots sur le fait que la Baumil sera contrainte de déménager dans les prochains mois, et qui dit déménagement dit somme assez importante à sortir pour Com, puisque en fait c'est un déménagement industriel. Si jamais les détails de cette opération vous intéressent, Com en parle dans la fin de la vidéo, et vous explique vraiment pourquoi ce déménagement est aussi coûteux. C'est donc pour ça que Com a pensé à faire un financement participatif, dont je vous ai mis le lien dans la description, et il est bien conscient que la totalité de la somme ne sera pas fournie par le financement participatif, mais déjà, si peut-être 10% de la somme arrive à être récoltée via des dons, bah en fait c'est génial, et ça va permettre aussi à Com d'avoir un appui aussi auprès des banques à qui il va forcément contracter des prêts, pour dire, bah voilà, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui sont motivés pour soutenir le projet, et ça a du sens de faire ce que je fais. Donc vraiment, au-delà de la somme que vous pourriez éventuellement mettre dans ce financement participatif, c'est aussi le fait de dire, hey, moi je suis là, moi ça m'intéresse, et j'ai envie que l'argentique perdure, et donc j'ai envie que des structures comme celle de la Baumil puissent continuer à exercer et à me permettre de faire et de pratiquer l'argentique. Mais revenons à l'aspect développement noir et blanc chez la Baumil, qui diffère quand même assez de la manière dont vous et moi pourraient développer à la maison. Ce qui différencie un labo pro du particulier, c'est surtout le volume de film, et de ce volume-là va découler toute une méthodologie et tout un processus qui va être différent du particulier. Par exemple, chez la Baumil, ils ont des cuves de 12 litres, donc déjà c'est assez impressionnant. Ils ont des paniers en fait où ils vont mettre des spires en inox, donc pareil, ils utilisent des spires inox et pas des spires Patterson. Les spires inox c'est complètement différent de la spire Patterson, mais j'avais jamais vu le principe de mise en spire avec une spire inox, c'est pas évident du tout. On se rend compte qu'avec les spires Patterson c'est quand même vachement guidé, je trouve. Et là du coup, comme il utilise donc des spires inox qu'il met dans des paniers, qu'il met ensuite dans sa cuve de 12 litres, et il développe au microphène. Donc le microphène c'est un révélateur que tout un chacun peut trouver dans le commerce. Par contre, il a une façon de le gérer qui est différente. Il va filtrer son révélateur, qui va lui permettre d'avoir un révélateur qui va être plus durable dans le temps. Il va virer en fait toutes les impuretés qui se mettent au fur et à mesure au fond de la cuve. Il va avoir tendance aussi à régénérer son révélateur, puisque du coup, il va pas juste préparer une quantité de chimie, faire son développement et hop, il refait la même chose. Et même si globalement les étapes de développement sont les mêmes, on va passer dans un révélateur, on va passer dans un rinçage, un fixateur, un rinçage final, bref, on va globalement toujours retrouver ces opérations-là. Il y a des petits détails quand même qui font que c'est marrant à observer, quoi. Typiquement, le rinçage, moi ça m'a fait délirer de voir donc, cette espèce d'énorme cuve où il est venu mettre le panier avec toutes ses spires et tous ses films, et où en fait il est venu installer un espèce de système avec un tuyau d'arrosage qui est percé de manière régulière et qui envoie de l'eau de manière uniforme dans la cuve. Mais c'est bien beau de faire arriver de l'eau par le dessus, mais avec une cuve d'une telle profondeur, si vous ne renouvelez pas l'eau régulièrement, vous allez avoir des soucis de rinçage, puisqu'en fait, il n'y a que la partie supérieure qui va être renouvelée. Là, l'idée, c'est qu'on a un tuyau qui remonte et qui fait l'évacuation de l'eau qui se situe au fond, et donc en fait, l'eau est régulièrement renouvelée par le bas, comme ça, donc elle arrive par le haut, elle redescend, et puis après, hop, elle est refoulée par l'extérieur, donc ça, c'est vachement malin, et je trouve ça hyper intéressant en fait à constater. Et un dernier petit détail qui a attiré mon attention, c'est lorsque Com met les films à sécher, en fait il fait un petit passage avec une peau de chamois humide et juste essorée pour en fait éliminer toutes les traces éventuelles de calcaire qui pourraient se retrouver sur la dorsale du film, en fait, sur la partie qui ne contient pas l'émulsion. Après, Com m'a quand même précisé qu'il y avait un petit coup de main à prendre sur cette dernière opération, et que si clairement vous débutez la photo argentique et vos développements argentiques à la maison, évitez de faire ce genre de choses, déjà parce que vous risquez de vous planter entre le côté émulsion et le côté dorsal, et que surtout si vous débutez, vaut mieux partir sur un bain à l'eau déminéralisée et à l'agent bouillant plutôt que de risquer de tenter un mouvement que vous n'avez jamais fait et sur lequel il pourrait y avoir vous avez peut-être été un peu trop fort sur le film, pas assez régulier, bref, il y a un petit coup à prendre, donc ne reproduisez pas ça chez vous. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à rendre visite à Com et Jean-Jacques, donc Jean-Jacques qui est le créateur historique de la Baumil, qui va partir en retraite, et Com qui va reprendre le flambeau derrière. Je suis hyper content que des gens de notre génération reprennent le flambeau et permettent de continuer à faire vivre l'argentique. Donc j'étais vraiment enchanté de pouvoir vous proposer ce reportage. N'hésitez pas, si jamais vous le pouvez, à participer au financement participatif. Je laisse d'ailleurs Com vous expliquer lui-même les raisons de ce déménagement et pourquoi il est obligé de passer par du financement participatif pour réaliser ce déménagement. On est situé actuellement à Schiltigheim,
centre-ville de Schiltigheim, donc à côté de Strasbourg. Ça va pas durer longtemps parce qu'il est prévu de déménager à Besançon. On est obligé, contraint, de déménager prochainement parce qu'en fait le propriétaire veut récupérer ses locaux pour vendre. Et on a un contrat qui dit qu'on n'a pas de reprise de bail possible. En fait, à la sortie du bail de Jean-Jacques, quand Jean-Jacques part en retraite, il y a fermeture du bail et aucune reprise possible. Ce qui fait qu'on se fait un petit peu mettre dehors par la force des choses parce que je n'ai pas les moyens d'acheter. Il faut quand même se rendre compte qu'un labo argentique c'est bien, l'artisanat c'est bien, mais en France l'artisanat pour gagner du pognon, en tout cas quand on donne un labo argentique on ne gagne pas forcément énormément de pognon, surtout quand on n'est pas à Paris. Donc la décision a été prise, on a essayé de garder ce local au maximum, au final on s'est rendu compte que c'était pas possible, la décision a donc été prise de partir à Besançon. Pourquoi Besançon? Tout simplement parce que les prix, d'un point de vue localisation, c'est intéressant pour être pas trop loin des gens de Strasbourg. On a beaucoup de clients de Mulhouse qui vont, ça va pas leur changer la vie. On a des clients de Dijon qui sont ravis de se rendre compte qu'on va plus être si loin de chez eux, etc. Bon, bref, Besançon c'est assez dynamique pour que le labo puisse sans doute survivre, mais en même temps c'est beaucoup moins cher d'un point de vue prix de l'immobilier. Le seul truc c'est que le déménagement, c'est un déménagement industriel, ça coûte une fortune. On parle de 50-60 000 euros et qu'on peut difficilement l'assumer tout seul, ce qui fait qu'on va sans doute demander aux clients de mettre un petit peu la main à la poche, notamment dans le cadre d'un financement participatif, pour nous aider. Dans le déménagement, je prends aussi en compte, enfin je parle du déménagement, mais je pense aussi à la réinstallation. C'est-à-dire que le déménagement industriel, c'est faire venir des techniciens spécialisés, notamment chez Autopan. Autopan, c'est la marque de nos machines de transfert et de notre développeuse papier couleur, qui va être capable de la démonter, de la conditionner pour un voyage, parce que c'est quand même, je veux dire, une machine de transfert, il y a des cuves de 30 litres, ça fait 500 kg, il y a un bras qui monte à 2,70 de haut, ça prend 6-7 mètres carrés au sol, il y a de l'électricité, il y a des cartes électroniques, enfin, il y a beaucoup de choses. Et tout ça, il faut faire en sorte que ça arrive sans être cassé. Déjà, parce qu'on a besoin de l'utiliser, nous, quand on arrive. Donc, il faut pouvoir la démonter, la conditionner pour le voyage, et il faut pouvoir la remonter. Et ça, il faut le faire sur les 2 machines de transfert et sur la développeuse couleur, papier couleur. On est au premier étage, donc il faut faire venir un Fenwick pour pouvoir descendre les machines, les choses lourdes, parce qu'une tireuse Noritsu à 300 kg, on la porte pas à bout de bras dans un tout petit escalier. Il y a aussi dans ce déménagement la partie réinstallation. C'est-à-dire que dans le nouveau local, il faut fabriquer des pièces au noir, il faut amener de l'électricité, notamment de l'électricité en triphasé, au moins pour 4 machines. Il faut faire de l'arrivée d'eau, de l'évacuation d'eau, poser des ballons d'eau chaude, c'est bête, mais il faut du chauffage. Donc il y a beaucoup de travaux en perspective de changement. Il faut poser du lino au sol pour protéger le sol. Il faut faire en sorte en plus que ce soit aux normes pour accueillir du public. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à droite à gauche qui coûtent en fait, mis bout à bout, une fortune. C'est pour ça qu'il y a un financement participatif et que je demande l'aide de bonne volonté des gens qui cherchent à faire tenir la photographie argentique. Les gens, il y a quelques personnes qui ont déjà prévu de nous donner un petit peu d'argent, qui déjà m'ont assuré me suivre à Besançon, mais surtout dire voilà, moi je vais participer, je vais essayer de récupérer un petit peu de fonds, quitte à ce que tu me fasses des avances sur projet. Mais parce qu'ils ne veulent pas que ce savoir-faire se perde. Il est vrai qu'on a décrété qu'il valait mieux déménager que de sombrer. Et dans cette optique-là, dans quelle mesure, voilà, si la Baumille dans l'Est s'arrête, qui d'autre va pouvoir développer en machine de transfert? Il n'y a plus personne qui développe déjà de l'E6 sur place, il n'y a quasiment plus personne qui le fait. En machine de transfert avec suivi sensitométrique, il y a très peu de gens. En dehors de Paris, toujours j'entends. On va parler de la France en dehors de Paris, quoi. Je veux dire, à part Photon à Toulouse, on se retrouve tout seul. Il y en a un dans l'Est, il y en a un dans le Sud-Ouest, et puis ensuite c'est RS, quoi. Okay. Donc c'est ça, c'est dans quelle mesure les gens veulent bien donner un petit peu de leur argent, de leur temps, et voilà, pour en parler, pour soutenir, dans quelle mesure ils sont capables de donner un soutien financier pour éviter la perte d'un artisanat traditionnel et de transmission de savoir. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout,